dans Tout Foot, Tout Flamme, le podcast qui met en lumière le football féminin belge. Ici, on parle terrain, passion et réalité. Je pars à la rencontre des joueuses, des clubs et de celles et ceux qui font vivre ce sport au quotidien. Ensemble, on découvre les coulisses, les défis, mais aussi les vraies avancées du football féminin en Belgique. Alors que tu sois fan de foot ou simplement curieux, bienvenue dans Tout Foot, Tout Flamme. À bientôt 18 ans, Alban Rosa cumule déjà 3 casquettes que beaucoup mettent une carrière entière à explorer. Joueuse en U18 élite, coach d'une équipe, U11 féminine et arbitre au niveau national, elle vit le football sous toutes ses facettes. Plus impressionnant encore, elle a récemment arbitré la finale de la Coupe de Belgique féminine U16. Dans cet épisode, on découvre une jeune passionnée qui incarne parfaitement l'avenir du football belge. Engagée, ambitieuse et prête à s'investir partout où le football a besoin d'elle. Bonne écoute! Bonjour Alban, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter sans dire le mot football ? Ça va être difficile. Moi, du coup, c'est Alban Rosa. J'ai 17 ans et je vais partir étudier aux États-Unis. J'ai aussi une passion qui utilise un ballon rond. J'ai aussi le rôle de cadrer cette passion des fois pendant les matchs et rôle aussi d'apprendre cette passion à des jeunes. Super. Maintenant, avec le mot football, qui es-tu ? Du coup, je suis joueuse de foot, aussi arbitre et aussi coach d'une équipe de jeunes. Incroyable, à 17 ans. Voilà. On va revenir un peu sur ton parcours, justement, voir quand est-ce que le football est arrivé dans ta vie et comment est-ce que tu as évolué là-dedans à seulement 17 ans. Quand est-ce que tu commences à jouer au foot ? Autour de mes 9 ans, dans un club. Avant, c'était plus pour le fun, pas très sérieux. Sinon, dans un club 9 ans. Et comment ça t'est venu cette envie de jouer ? Dans la cour, dans le jardin, puis après, il y avait un tournoi interscolaire. Et c'est là, du coup, que le White Star est venu. Ils voulaient créer une équipe U11. Donc, ils sont venus chercher, du coup, des filles qui jouaient à ce tournoi-là. C'est comme ça que j'ai commencé à vraiment jouer dans un club. T'avais pas des frères ou quoi avec qui tu jouais déjà de base ? C'était venu vraiment via l'école ? Ouais, vraiment via l'école. Quand tu arrives du coup en club, comment ça se passe pour toi ? Du coup, c'était une équipe avec que des filles, très jeunes. C'était encore en 55 ça se passait bien. T'aimais bien Oui, ça apprendre. T'avais déjà une petite technique ? De base, je m'en souviens pas avant vraiment, donc voilà. Oui. Et du coup, le football, ça prend déjà beaucoup de place dans ta vie ou bien t'as d'autres sports à côté ? Comment ça se passe ? Avant, je faisais beaucoup d'escalade, mais après, quand ça a commencé à avoir vraiment beaucoup d'entraînement, puis des matchs plus loin aussi, donc ça prend plus de temps, là, j'ai dû arrêter et faire que du football. C'est toi qui as choisi ? Comment ça s'est passé au niveau de tes parents ? Ça, c'est moi qui ai choisi. T'avais envie, tu voilà. Tu prenais plus de plaisir en tout cas à faire du football que de l'escalade ? Ouais. Comment ça se passait ? Qu'est-ce qui t'intéressait le plus au final dans le football ? Bonne question. Peut-être, déjà, c'est un sport assez connu, donc l'escalade, un peu plus maintenant, mais avant, on ne le voit pas beaucoup. Alors que le football, il y a les Coupes du Monde, les JO, il y a l'Euro, il y a la Champions League. Donc, on peut un peu plus, je vais pas dire s'identifier au sport. Mais... Toi, justement, tu regardais déjà beaucoup de matchs de foot ? Pas spécialement. Je me souviens que la première vraie compétition que j'ai commencé à suivre, c'est 2018, donc la Coupe du Monde 2018. Tu avais combien d'entraînements semaine à ce moment-là ? À ce moment-là, du coup, après avoir été au White Star, je suis passée à Saint-Michel chez les garçons. Et après, un peu plus tard, j'ai pu commencer à faire aussi avec les filles. Mais donc du coup, donc là, du coup, j'avais 2 entraînements semaine chez les garçons. Là, ça variait parce que ça pouvait aller de 2 par semaine à 4. Je m'entraînais avec les dames, les U16 ou les garçons. Oui, donc tu as quand même déjà vite évolué, j'ai l'impression, au niveau de ton, justement, par rapport à ton niveau, pour aller chez les garçons. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix ? Déjà, au White Star, c'était le début. Il y avait beaucoup moins d'équipes de jeunes. L'équipe U11 était supprimée et après, on allait monter du coup tout en U13. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore, il n'y a même pas encore maintenant, chaque catégorie d'âge qui a son équipe. Oui, qui a assez d'effectifs. Voilà. Et donc, du coup, j'allais entrer en U13 avec des filles de 12 ans à 10 ans. J'avais vu, du coup, pendant un match contre Saint-Michel, qu'il y avait des filles aussi là-bas qui jouaient dans les équipes garçons.
Et du coup, avec mes parents, on s'est dit que c'était quand même une bonne idée du coup de passer dans un club garçon, mais qui possède aussi des filles chez les garçons. Est-ce que du coup l'envie de changer, d'aller vers les garçons, c'est aussi parce que tu as envie d'évoluer, que tu sens que tu aimes vraiment bien ça, ou c'est plutôt, comme tu dis, l'équipe était supprimée, il fallait changer, enfin, est-ce qu'il y a un peu des deux? Un peu des deux, parce que aussi, ça je pense c'est pas évident, mais c'est toujours le cas maintenant. Les filles qui évoluent chez les garçons apprennent plus vite que des filles qui évoluent que chez les filles. Donc c'était aussi un truc où ça allait me permettre de plus progresser plus rapidement et aussi physiquement. Comment ça se passe justement les matchs? Parce qu'on entend par exemple quand des filles jouent avec des garçons et même encore un peu maintenant qu'elles touchent pas le ballon, que physiquement c'est compliqué. Comment ça se passait pour toi? Je sais qu'il y a parfois ce problème-là dans d'autres équipes, mais justement à Saint-Michel, vu que dès le début des U6, il y a des filles qui sont introduites dans les équipes garçons, les mecs ils trouvent ça normal et ils font pas trop la différence. Donc ça, j'ai pas eu trop le problème, enfin même pas du tout. C'est plus dans les équipes en face des fois. Après très rarement, mais dans les équipes en face, des fois il y a des commentaires ou même maladroitement des gars qui sont surpris et qui peuvent, par exemple, si je vais dribbler un joueur, ils vont dire « Ah, tu t'es fait dribbler par une fille ». Pendant les matchs, justement, physiquement, tu oses y aller? Est-ce que tu as peur? Comment ça se passe pour toi? Je dirais peut-être pas quand tu avais 11 ans, mais quand tu avais commencé à évoluer, vers tes 14 ans, tu jouais encore avec les garçons? Du coup, quand on est petit, ça va. Enfin, il y a encore la même taille, plus ou moins le même gabarit. Même si des fois, plus on monte à partir du 12, ça commence à être un peu compliqué parce que moi, je jouais dans ma catégorie d'âge. Après, du coup, il y a la période Covid, donc là, on n'a pas trop joué. Mais après, du coup, quand je suis passée en U14, je suis passée dans une catégorie en 1 an ou 2 ans en dessous parce que les garçons deviennent en fait super grands. Et surtout que Saint-Michel est en Iris Élite, il y a des gars qui étaient parfois vraiment plus grands que moi. Alors que j'étais plus grande qu'eux en termes d'âge, quoi. Oui, j'entends. Donc c'est pour ça que c'est important chez les filles quand elles sont petites, il n'y a pas vraiment de différence, mais plus elles grandissent, c'est mieux de les mettre 1 ou 2 ans en dessous parce que physiquement, il y a une différence. Et là, c'est pas techniquement ou au niveau footballistique, c'est juste physique et on peut rien faire, on peut pas contrer ça, quoi. Qu'est-ce que tu as le plus appris à Saint-Michel? Un peu tout, en vrai, parce que j'ai fait de U10 à U14, donc vraiment passage en 11 contre 11 aussi, passage chez les dames aussi, en P1, donc ouais. Est-ce que toi, tu vois une différence quand tu commences justement à grandir et à évoluer au niveau des catégories en termes d'encadrement? Est-ce que tu sens cette différence? Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il y a une différence tout simplement? Comment ça? Quand tu passes de je joue en 11 à plus petit à en P1, du 11 contre 11, est-ce que toi tu sens la différence au niveau des entraînements? Est-ce qu'il y a plus d'exercices précis, de stratégies? Déjà, il y a la compétition qui change tout. En U11, on joue pour s'amuser, il n'y a même pas de classement. Et il y a la règle du 50% de temps de jeu. P1, il y a encore les changements libres, mais il y a un classement. Donc il y en a forcément qui jouent plus que d'autres. À l'entraînement, il y a un travail un petit peu plus tactique. Les zones sont plus grandes, il y a plus de possession, alors que chez les jeunes, ça va être beaucoup plus des parcours, des choses où on va toucher le ballon vraiment individuellement. Alors que quand on passe en 11 contre 11, ça va plus être du collectif. Donc quand tu es en P1, ça ressemble à quoi un peu tes semaines? Moi, à ce moment-là, je joue encore chez les garçons. Ah oui. Donc je faisais vraiment 1 ou 2 entraînements avec, les entraînements chez les garçons aussi en même temps. Puis après, je suis rentrée au foot élite, donc je ne m'entraînais plus la semaine. Je jouais juste les matchs du week-end. Mais donc les entraînements en P1, je les ai vraiment fait parce que c'était au moment de... Le foot élite, ça veut dire quoi? Là, du coup, Liège, ils arrêtent, ils font à la RAL. Mais c'est la FFA qui organise du coup un foot élite études. Du coup, dans mon cas, c'était à Liège, dans une école à Liège où un groupe de filles sont en internat, s'entraînent et en même temps peuvent continuer leur secondaire.
Tu bouges, donc c'est toi qui pars en internat ou toute ta famille déménage? Non, c'est moi qui pars en internat. Donc je fais la semaine là-bas. Et le week-end, je revenais, je faisais mes matchs et puis je repartais là-bas, quoi. Cette décision de partir, comment est-ce qu'elle vient? Là, du coup, en fait, ça rentre dans un processus un peu de test de la FFA. Donc, à l'époque, c'était la CFF. Et donc, du coup, d'abord, il y a les sélections provinciales. Il y a, du coup, les hauts potentiels. Et après, il y a le foot élite. Donc, c'est un peu un entonnoir qui se resserre petit à petit. Et à la fin, du coup, on est sélectionné on peut accepter ou non. Oui, voilà. Donc, ici, tu t'es fait détecter. Ça veut dire qu'on est venu te repérer quand tu jouais, quand tu faisais des matchs. Là, chez les filles, c'est plus à Tubize où tu participes à des... Oui, je vois très bien, ok. Oui, donc ça, pour un peu expliquer, la FFA, donc c'est la Fédération francophone de football amateur, et ils viennent détecter des talents, ou bien ils font des journées de détection, et là, tu t'inscris, et ils voient un peu ton potentiel, c'est ça, hein. Donc ça, c'est comme ça que ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu te rappelles justement qu'il fallait faire, qu'il fallait montrer? Est-ce qu'il y a des dossiers à rentrer pour faire ça? C'est vraiment palier par palier. Donc d'abord, ils cherchent les hauts potentiels et c'est vraiment on arrive et mini-échauffement et vraiment que des matchs. Et au fur et à mesure, ils réduisent le nombre de personnes, donc sur le nombre de joueuses auxquelles ils sont intéressés. Et ça rentre aussi dans le cadre des sélections pour l'équipe nationale. Donc on va par palier comme ça un petit peu. C'est un peu... Est-ce que tu avais conscience que tu faisais ça en fait quand tu as participé? Quand on est jeune, pas trop. Quand on vient, on nous dit tu veux jouer au foot? Bah oui. Après, oui. Oui, une fois que tu arrivé un peu plus loin, tu comprenais dans quel but tu avais postulé, entre guillemets. Et voilà. Donc là, tu arrives à cette fameuse foot élite où tu es en internat, hein, et donc tu as des cours et en même temps tu as plus d'heures aussi de football, hein, c'est ça, hein, donc tu fais aussi, dis-moi si je me trompe, hein, mais tu as un peu plus de cours aussi de football, au final de stratégie. Pas tant que ça, c'est vraiment plus ou bien terrain. Vous n'avez pas aussi plus des cours de nutrition, tout ce qui est lié au sport? Non, en fait c'est vraiment, on a une école qui est une école classique, juste qui accueille du coup les fédérations, que ce soit football, natation, badminton, rugby. Mais il y a des élèves aussi totalement normaux à côté de nous. Et juste, un peu comme si c'était des heures de cours, à un moment dans la journée, on va quitter l'école, aller au terrain, s'entraîner, puis on revient et on recommence les cours. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 ans? Quand même beaucoup de choses, parce que c'est un cadre un peu plus pro, plus soutenu, on va dire, que dans un petit club. Oui, où tu fais tes entraînements le soir, aussi après l'école. Alors que là, c'est vraiment pendant la journée. On a accès quand même à un contexte un peu plus sérieux, on va dire. Est-ce que tu as l'impression que ton niveau a évolué? Ouais, surtout la première année. Parce qu'on passe moi, je m'entraînais quasi tous les jours, mais 1h30 d'entraînement avec des joueurs ou des joueuses qui venaient pour s'amuser. Alors que à la FFA, au foot élite, ça rentrait plus dans un cadre où les joueuses étaient quand même là pour jouer, mais surtout progresser. Oui, je vois, c'est plus sérieux. L'objectif derrière est totalement différent dans ce cadre-là. C'est super intéressant. Tu fais ces 2 ans là-bas. Quand tu reviens le week-end, est-ce que c'est pas trop difficile pour toi? Du coup, tu t'es pas entraîné avec ton équipe avec qui tu joues les matchs. Comment ça se passe? Je comprends que ça peut être dur. En fait, souvent, les joueuses qui rentrent dans le foot élite, elles sont dans des clubs un petit peu plus cachés, on va dire. Et le but du foot élite, c'est vraiment de faire progresser ces joueuses pour qu'elles puissent aller après dans des clubs élites. Donc du coup, moi, quand je suis rentrée la première année, j'étais encore à Saint-Michel. Les entraînements sont plus fun, il y a moins de tactique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on va dire que c'est moins nécessaire. Tant qu'on pratique, tant qu'on est active, au final... Oui, tu arrives à t'adapter sur le terrain. Oui, voilà. Tu joues à quelle place? Milieu, parfois ailière, parfois DC, parfois... je joue un peu partout, ça dépend aussi de l'équipe avec laquelle je joue. À quelle position, toi, tu préfères jouer? Moi, ça dépend aussi de l'équipe avec laquelle je joue. J'aime bien milieu parce que c'est mon poste de
toujours. Mais bac, j'ai découvert bac cette année et franchement, ça allait. Mais ça dépend de l'équipe avec laquelle j'ai joué, justement. Pourquoi est-ce que tu reviens à Bruxelles ? Alors, tout simplement parce que du coup, on arrive en 3e secondaire ou 4e secondaire là-bas. Et après, du coup, moi, j'ai fait 4-5. Et je suis revenue ici pour ma réto parce que du coup, il y a un apport de joueuses jeunes, mais jamais de joueuses plus âgées. Et donc du coup, au bout d'un moment, ça fait qu'il y a plus de jeunes que d'âgés. Et donc du coup, les âgés progressent plus. Elles font progresser les plus jeunes, mais les plus âgées vont toujours progresser parce qu'elles font du foot. Oui, bien sûr. Logique, mais moins que... Et pendant ta 2e année, est-ce que tu es justement repérée par d'autres clubs ? Est-ce que tu as des propositions ? Ma 2e année, du coup, j'étais à l'Union Saint-Gilloise en D2. Et ça s'était bien passé, on a joué le maintien, qui était bien réussi. Et après, j'ai quand même décidé d'aller au White Star parce que le White Star créait son équipe U18 Elite. Et à ce moment-là aussi, ils m'ont proposé aussi ce projet-là, que je trouvais pas mal parce qu'au White Star, il y a les U18 et la D2, alors qu'à l'Union, il y avait entre guillemets que la D2. Donc là tu as changé, on va dire, coup sur coup de club alors. Tu as fait une saison à l'Union et puis tu viens de faire seulement une saison au White. Ouais. C'est ça. Quand tu arrives à l'Union, comment ça se passe l'intégration pour toi ? Tu connaissais déjà quelques filles ? 3, mais de très loin. Et puis c'était des choses beaucoup plus âgées. Vu que c'était de la D2, c'était vraiment des dames. C'est une équipe qui avait une moyenne d'âge un peu plus haute, pas 40 ans, mais c'était des filles qui avaient déjà beaucoup joué au foot, plus haut même. Donc d'un côté, on peut plus s'inspirer, plus progresser. Mais du coup, au niveau de l'intégration, elles sont toujours sympas. Mais ce sera moins... c'est forcément moins facile qu'avec des choses de notre âge. Oui, tu as moins de points communs. Puis elles sont dans le travail, toi, tu es encore aux études. Surtout que moi, parce que là, tu viens de finir ta réto. Hein. Ouais. Donc, et à ce moment-là, j'étais au foot élite. Mm-hmm. Donc même pas là aux entraînements. Oui, c'est ça. Mais après, au match, ça allait. Donc. Par rapport au coach, justement, quelles sont les attentes qu'ils ont sur toi, du coup ? Parce qu'ils ne te voient pas de la semaine, au final. Non. Comment ça se passe pour aussi, tu vois, quand tu fais un match et que peut-être tu es un peu perdu par rapport à ton rôle, parce que comme tu disais, tu évolues parfois à différents postes, comment est-ce que tu arrives à communiquer ou comment est-ce qu'eux communiquent avec toi ? La théorie d'avant-match et au final, tout non, mais c'est rappelé et c'est un peu réexpliqué dedans aussi. Puis, moi j'ai de la chance d'être une joueuse quand même qui comprend assez vite, tactiquement ça va. Est-ce que tu as des petits rituels d'avant-match ? Pas vraiment, je sais qu'il y a un truc que je fais, mais ça c'est plutôt pratico-pratique. Je mets mes lacets en dessous de mes lacets. C'est-à-dire que je fais la boucle de mes lacets et après les boucles, je les mets en dessous du reste des lacets parce qu'en fait ça m'arrive souvent que les joueurs ou même moi-même, des fois quand mes pieds se frottent, ou qu'un joueur me marche sur le pied, que le crampon vienne dans la boucle et qu'après ça tire. Et du coup, donc ça, c'est son petit rituel. Mais du coup, je le fais tout le temps. Quel est ton meilleur souvenir de match ? Peut-être début de saison. Avec le White ? Ouais, quand c'était le premier match contre le Standard. On faisait un match où c'était une catégorie, en U18. Je pense que personne se disait que le White Star allait jouer le milieu de classement. La majorité des équipes se disaient « Ok, le White Star va être dernière ou avant-dernière ». Et du coup, premier match contre le Standard, sachant que le Standard, souvent, ils ont l'habitude d'être plus haut. Les avis, les pronostics étaient fort Standard. Et au final, tout le match, on a tenu. C'est vrai que la balle était plus de leur côté. Mais au final, je crois, à la 5-10 minutes avant, donc à la 80e, je reçois un ballon, je me tourne. En me tournant, je dribble la défense centrale et je pars vers le but. Là, je marque. Ça faisait qu'on gagnait 1-1 dans un match où personne ne nous voyait gagner. Et clairement, dès le début de saison, on a annoncé que, en fait, on est le White Star, ok, mais on peut quand même battre les plus grosses équipes qui, sur le papier, personne ne nous voyait les battre, quoi. Et en plus, c'était mon premier match officiel avec le White. Oui, de marquer pour donc, toi. Donc voilà, vraiment. Oui, c'était
pas mal. Même si c'est pas mon meilleur match. Du coup, vous gagnez ce match. Ouais. 1-0. 1-0. Et qu'est-ce que ça donne, du coup, le reste de la saison? On a eu un peu une saison en 2 parties. Une première partie où on gagne contre des grosses équipes, Anderlecht, Standard, contre d'autres équipes aussi, mais contre des équipes un peu plus moyennes. Là, on fait des moins bonnes performances, mais dans l'ensemble, notre première partie de saison était bonne. Après, la deuxième partie de saison, beaucoup moins. Parce que je pense qu'il y a aussi des équipes comme le Standard qui se sont dit « Ok, on s'est fait battre à l'aller ». Oui, elle remonte. Voilà. Enfin, oui. Du coup, on a une deuxième partie de saison beaucoup plus compliquée. Surtout que cette année, on va pas se cacher, le club était un peu plus en difficulté. Et quand l'équipe première est en difficulté, ça influe sur tout le reste. Donc vous finissez à quel niveau? Milieu de classement. Ah oui, quand même. Donc Oui. vous n'êtes pas non plus descendu. Oui. Donc ouais. c'était vraiment pas mal. Surtout parce que les dernières années en élite, même en U16 cette année, on a un peu, entre guillemets, choqué les gens dans le sens où on a fini un peu, même beaucoup plus haut que ce qu'on finit d'habitude. Pendant que tu fais tes études, donc tu te développes quand même beaucoup dans le foot, tu reviens ici à Bruxelles terminer ta réto. Parallèlement à ça, tu commences à faire tes formations d'arbitre. Ouais. Pourquoi est-ce que tu vas vers cette fonction-là? À la base, c'était vraiment un peu plus du hasard. Genre, j'étais en train de coacher du coup une équipe en remplacement et le responsable des arbitres du coup de Saint-Michel m'a dit « Ok, il manque un arbitre pour ce week-end, est-ce que tu veux le faire ?» Bah oui. C'est là que j'ai commencé à arbitrer dans mon propre club, donc chez les jeunes. Là, faut pas de formation, c'est vraiment pour le fun. Et après, dans la continuité, du coup, j'ai passé la formation. Donc là, c'est vraiment une formation en ligne avec un examen du coup à Tubize à la fin. Et après, c'est là que tu peux commencer à arbitrer en 11 contre 11 dans les championnats et à monter petit à petit. Donc quand tu commences à coacher, en fait, donc tu as parallèlement commencé à coacher à Saint-Michel et fait ta formation d'arbitre. C'était en quelle année? La formation d'arbitre. Les deux, quand est-ce que tu as fait La formation d'arbitre, c'était fin de saison 2023-2024. La formation de coach, ça, j'ai pu que le faire cet été. Oui, donc parce c'est que tout j'avais récent. besoin d'avoir 16 ans, mais je coachais déjà avant. Oui, ok. Je faisais déjà avant beaucoup. C'est juste qu'il fallait que j'ai l'âge pour faire la formation. Qu'est-ce que tu aimes dans ce rôle de coach? Transmettre, je pense. C'est un peu la base, mais vraiment donner aussi le plaisir aussi aux joueuses de jouer au foot, d'apprendre à jouer au foot. En même temps, de voir aussi les joueuses réussir. Quand on voit qu'au début de l'année, elles savent à moitié faire une passe et qu'à la fin de l'année, elles savent en faire une, ça fait plaisir aussi. T'es accompagnée pour ça ou tu gères un peu toute seule? Comment ça se passe? Au début, j'étais accompagnée parce que je faisais beaucoup les stages en été. Mais après, au fur et à mesure, on est toute seule, entre guillemets, avec le groupe. Cette année, il y a toujours le coordinateur, les coachs aussi. À Saint-Michel, on travaille aussi beaucoup ensemble. Donc ici, on a des U13. On a aussi, du coup, P3, P1. Entre U11 et U13, on travaille beaucoup ensemble. Entre P3 et P1, ils travaillent beaucoup ensemble. Et même tous ensemble, tout simplement. Donc, au final, on est accompagnés en même temps seuls, mais... Qu'est-ce que tu dois préparer concrètement? Qu'est-ce qu'on te demande de faire? Faut préparer les entraînements. On peut pas arriver en touriste. Faut préparer aussi ça correctement. On peut pas juste leur dire vous voulez faire quoi, un match? Hop, ça marche pas comme ça. On essaye, moi j'ai essayé aussi cette année de travailler un petit peu par thème, même si c'est que des U11, essayer de travailler différents aspects, baser aussi son entraînement sur ça. Si je vais travailler, vu qu'elles sont U11, il y a beaucoup de techniques, si je vais travailler le contrôle orienté, dès l'échauffement, je vais faire en sorte de mettre un petit contrôle orienté dans le match à la fin. Par la fin de l'année, au début de l'année, je faisais quasiment jamais de match pendant mes entraînements. C'était toujours des formes de match, des matchs un petit peu modifiés, entre guillemets, où j'essayais d'introduire le thème dedans. Donc, il y a toujours une forme jouée à la fin, mais
pas un match en tant que tel, quoi. Oui, et puis j'imagine tu arrives à voir aussi, à force de voir ton équipe, quelles sont peut-être les faiblesses, quels sont les points forts de chacune aussi, et comment est-ce que tu vas travailler là-dessus? Après, j'avais beaucoup de U11 cette année qui vont monter en 11 contre 11 l'année prochaine. Donc forcément, il faut s'adapter aussi entre les débutantes qui viennent de commencer et celles qui ont déjà 2 ans dans les pattes. Il faut qu'elles s'amusent aussi des deux côtés. À Saint-Michel, on a la chance, parce que c'est une chance quand même de pouvoir le faire, d'avoir déjà plusieurs équipes et de pouvoir un petit peu filtrer, faire des tests pour qui peut rentrer, qui ne peut pas. Après, on n'est pas non plus dans un système où on veut forcément la gagne, on prend que les meilleurs. On regarde aussi le potentiel de la joueuse. Oui, et puis c'est dans le but aussi pour elle de justement pas se sentir abandonnée avec un niveau trop haut, parce que sinon, bien sûr, tu vas réussir à la faire progresser, mais elle va pas suivre dans les exercices si le niveau est trop haut pour elle. Je pense que c'est peut-être aussi l'objectif derrière le club, pas être 100% élitiste, mais aussi être cohérent dans l'accompagnement que vous allez proposer aussi aux filles, quoi. Puis même les joueuses qui sont là depuis plus longtemps, si chaque année, elles ont des joueuses qui n'ont jamais touché un ballon de leur vie, ça peut être ennuyant. Oui, tout à fait. On va revenir du coup un peu sur l'arbitrage. Ouais. Donc, tu me l'as dit, mais quand est-ce que tu as fait ta formation? Fin 2023-2024. Ouais, donc ça, c'est il y a 2 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle d'arbitre? Je dirais qu'il y a un peu sentiment de maîtrise, comme ça. Donc, on peut un peu pas diriger, parce que c'est pas ça. Mais sur le terrain, l'arbitre, il ou elle décide. Il n'y a pas de... Enfin, on fait pas ce qu'on veut, mais il y a un peu ce truc de on maintient l'ordre. Et je sais pas, ce truc-là, c'était bien. Parce que c'est quand même un des rôles les plus difficiles, selon moi, sur un terrain. Est-ce que tu te dis, j'ai les épaules, j'y vais? On ne se dit pas. On commence et puis je pense, au début, on s'y attend pas trop, on le sait. Moi, quand j'ai commencé, il y avait moins de scandales d'arbitrage. On n'en parlait pas autant de la pression que les arbitres ont. On en parlait, mais pas autant que maintenant. Quand on voit certains scandales avec le Real, qui fait des trucs sur sa chaîne télé espagnole qui critique les arbitres ouvertement. Avant, on n'en parlait pas vraiment. Là, ça a fait scandale et tant mieux. Mais avant, on n'en parlait pas vraiment. Donc, c'est quoi les formations pour toi? Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Celle de la CFF, du coup. Sinon, après, il n'y en a pas eu spécialement. C'est plus de la... Et t'as quoi comme brevet, alors? J'ai le brevet d'arbitre. Oui. Et après, on rentre dans un centre de formation. Et après, il n'y a pas... sauf si on monte vraiment très très haut. Ça, je n'ai pas encore connu, donc je ne sais pas encore. Après, c'est plus des formations vraiment sur une après-midi. Où on va être focus sur un sujet, voilà. Comment est-ce qu'ils déterminent dans quel niveau tu vas arbitrer? Comment ça se passe tout ça? Dès le début d'office, on commence en bas, on va dire. Donc, chez les jeunes. Et après, du coup, on peut monter chez les jeunes, parce que même chez les jeunes, il y a des catégories, déjà par âge et aussi par niveau. Donc, les premiers matchs, du coup, moi, c'était à Bruxelles. Et après, tu peux un petit peu monter si on voit que ça se passe bien. Des matchs un petit peu plus importants. Puis, ça dépend aussi, parce que sur entre 3 et 5 premiers matchs, des fois, ça bouge, des fois, voilà. On est toujours accompagné par un formateur qui va nous donner des conseils à la mi-temps, avant le match, après le match. Et après, on est quasi toute seule, en fait. Et des fois, il y a des gens qui viennent nous voir, mais on ne le sait pas. Ils nous disent qu'à la fin, ils nous disent les choses qui n'ont pas été. Et avec ces évaluations-là, on peut monter de catégorie, on peut descendre. Après, ça arrive plus rarement, mais... On peut monter surtout au début. Après, on passe dans l'Iris Elite. On peut même faire de l'élite. C'est un peu moins, plus en matchs amicaux ou tout ça. Je sais pas non plus comment ils désignent. Oui, bien sûr. Je suis pas experte là-dedans, mais après ça, quand ils ont vraiment leur évaluation, ils nous font, quand ils sentent qu'on est prêt, ils nous font passer chez les adultes, donc en P3 hommes, en P3 hommes d'office.
On peut pas griller des étapes, aller direct en P1. Il faut passer par la P3. Et du coup, on fait nos matchs. Il y a des examinateurs qui vont venir nous voir. On ne sait pas quand. Et à partir, si on a je crois que c'est deux, je suis pas sûre, mais 2 évaluations positives, donc où ils considèrent que c'est bon, peuvent nous faire monter. Et donc là, on fait P3, P2, P1 et puis ainsi de suite jusque plus haut. Quand on arbitre en P2 homme, on peut faire de la P1 femme. J'ai déjà été désignée sur des matchs de D2 femmes aussi, mais j'étais blessée à ce moment-là, mais j'ai eu. Ouais, on va dire attends, parce que du coup là, oui, là je suis partie dans ouais, un tunnel, c'est top, mais on va revenir justement un peu sur ton évolution. Donc, comme tu dis, tu as commencé tout en bas, il y a seulement 2 ans. Ouais. Tu es quand même vite montée. Ouais. À quel moment tu fais tes premiers matchs avec les hommes en P3 alors Janvier. Donc ici, janvier 2026. J'ai pu monter en janvier. Du coup, j'ai été blessée. Du coup, mon premier match vraiment en P3, c'était en avril-mars. Oui, ça, c'est pas hyper important, mais c'est pour comprendre ton évolution parce que, je le rappelle, tu n'as même pas encore 18 ans et tu arbitres déjà des matchs quand même avec de l'enjeu, avec des hommes qui ont certainement le double de ton âge parfois. Ah oui. Comment tu gères ça? Je vais dire comme je peux. Il faut pas se laisser faire. Enfin, comme j'ai dit, l'arbitre, c'est le patron sur le terrain. Il n'y a personne qui peut, on va dire, contester une décision et changer la décision, notamment la décision. Et quand on sait ça, on peut que les prendre et se dire ok. Et c'est important de se remettre en question, mais des fois, il faut juste aussi prendre la décision et hop, passer à la prochaine. Tu t'es sentie parfois en danger sur le terrain? Peut-être au tout début. Quand tu faisais la P3, tu veux dire? Ou non, vraiment au tout début, parce que je suis une fille. Au tout début, du coup, j'avais 15 ans. Pour moi, j'ai jamais eu de match où je me disais oula, là, j'ai raté un truc, j'ai fait un truc mal, j'ai influencé le match. Pour moi, jusque-là, j'en ai pas fait 400 des matchs non plus, donc ça pourrait arriver, surtout en montant de niveau, mais pour moi, jusque-là, les matchs que j'ai faits, que la performance que j'ai fait sur le terrain, j'ai pas trouvé que j'ai influencé le match. Donc forcément, après, même si j'ai pas eu la meilleure performance de ma vie, ça va. Ouais, c'est quoi pour toi le plus difficile justement dans l'arbitrage? Je dirais passer au-dessus d'une mauvaise décision. J'ai jamais eu vraiment de grosses décisions, je me suis dit oula. Mais par exemple, une petite sortie où on se dit ok, on a sifflé du mauvais côté. Ouais. Faut passer à autre chose et pas y repenser pendant les 30 prochaines minutes, de se dire ok, la sortie là, j'ai raté. La plupart du temps, tu es seule sur le terrain, t'as pas de juge de ligne? La plupart du temps, oui, parce qu'il y en a que à partir de P1 homme et D1 femme. Sinon, j'ai déjà fait des matchs à 3 ou 4 en tournoi ou du coup pour la finale de la Coupe de Belgique. On va en parler justement de ce match de coupe. Juste pour revenir encore un peu sur ton quotidien, donc quand tu es arbitre, tu coaches encore les U11 actuellement? Ouais. Tu joues? Ouais. T'as tes études? Ça ressemble à quoi ta semaine? Il y a forcément, tous les jours, je monte sur un terrain de foot, logique. 1 ou 2 fois même. Il y a plusieurs fois où j'avais l'entraînement avec mes 11, puis 1 heure après, hop, je devais aller à mon entraînement à moi. Donc il y a des soirées où je sais que je pars à 8h de chez moi, je rentre à 22h. Donc des fois, faut... Tu disais 8h du matin, 22h, ah, oui, d'accord. Ouais. Oui, ok. Donc des fois, il faut être organisé, surtout pour avoir du temps pour travailler, mais ça va. Donc tu fais parfois des 8h, 22h. Les week-ends, t'arbitres à quel moment, en général? Un peu des matchs tout le temps. Donc les désignations, elles viennent quand j'ai un moment de libre, parce que j'ai la chance de pouvoir mettre mes absences sur l'app avant qu'il y ait les désignations, et que du coup, j'ai pas un match en même temps que l'autre, et que ça me gêne, mais du coup, ça peut arriver un peu tout le temps, quoi. Et toi, tu jouais à quel moment en général avec le White? Samedi après-midi. Samedi après-midi. Donc tu faisais les matchs quoi? Parfois le matin, en plus le dimanche. Le dimanche. Parce que du coup, les U11 jouent plutôt le samedi matin. Ah oui, donc tu avais ton équipe U11 à coacher.
ton match à toi et le Ouais. dimanche, tu es arbitre. Ouais. Et quand est-ce que tu vois tes amis? À l'école et au foot. Enfin, Tu mélanges un peu. ouais, voilà. Et quand j'ai pas match. Tu as l'occasion d'un peu sortir, de vivre un peu la vie de tes copines qui peut-être font un peu plus la fête. Mais moi, j'aime pas trop la fête de base. Enfin, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. J'aime pas trop les soirées. Enfin, ça m'est déjà arrivé, mais bon, c'est pas trop. Pas quelque chose où je me dis j'ai envie d'y aller tous les week-ends. Oui, ça ça me te dérange manque pas pas, d'y quoi. aller, mais Mhm. voilà quoi. Ça me dérange pas de pas y aller, quoi. Par rapport à cet emploi du temps, est-ce qu'il y a des moments donnés où tu te dis ça devient un peu trop ou est-ce que t'es passionné de foot? Ouais. Quand même, je pense qu'il faut quand même l'être pour monter sur un terrain tous les jours. Sinon, je pense que j'aurais quand même arrêté l'une des trois Oui, fonction. directions. Mhm. Pour l'instant, ça va. Je fais pas trop de burn-out de foot, entre guillemets. Non, mais ça peut arriver. Hein. Mhm. Et comment est-ce que tes parents voient ça, justement, ton évolution qui est quand même très rapide aussi au niveau de l'arbitrage, au niveau du foot aussi, tu as quand même vite évolué. Ils sont fiers, je pense. Ils sont dans le foot eux-mêmes? Non. Non, pas du tout. Pas vraiment. Enfin, mon papa, oui, parce que du coup, il est devenu cette année le coordinateur de la section féminine de Saint-Michel. Et sinon, vraiment, avant, il a joué un peu au foot. Oui, mais je veux dire, tu viens pas d'une famille où ouais, non. justement tu as un papa Non, ou pas ou une spécialement. famille Mhm. de sportifs dans le foot, Non, justement. pas vraiment. Pas tellement. Incroyable. Joueuse, coach ou arbitre, quel est le rôle le plus difficile? Je pense que ça dépend du match. Mais je dirais qu'en termes de moyenne, le plus dur, c'est arbitre. Parce que dans quasiment tous les matchs, il y aura des difficultés, on va dire. Alors que joueuse, peut y avoir un match facile. Coach, peut y avoir aussi des matchs faciles. Et au final, les joueuses, elles sont sur le terrain. J'ai pas une manette dans mes mains. Alors que arbitre, il y aura toujours des décisions, il y aura toujours des contestations. Et puis, le rôle sera toujours mis en faute si jamais il y a un truc, quoi. Donc, Comment tu gères justement, là aussi bien peut-être les parents des joueuses que tu coaches et les parents, les supporters qui viennent parfois te parler après. T'arrives à dialoguer avec eux? des fois, pas vraiment, parce que souvent, c'est des parents. Et si leurs filles perdent, Ils ne sont pas objectifs. enfin voilà, il n'y a pas d'objectivité. Il y en a, oui, mais c'est rare. Et souvent, on parle pas trop. Enfin, les parents de joueuses en tant que coach, forcément, c'est important d'avoir un dialogue. Et les supporters, faut éviter souvent. Faut éviter de parler avec parce que ils seront jamais objectifs et souvent, ils vont souvent se croire légitimes à dire quelque chose alors qu'ils ne le sont pas forcément. Est-ce que quand tu arbitres et que tu as des retours peut-être d'amis du coup masculins, est-ce qu'ils ont les mêmes retours que toi quand même? Ou tu as l'impression que tu en as plus parce que tu es une fille? Pas vraiment. Pas forcément. Parce que le rôle, il est le même. Oui. Et voilà. Je pense plutôt au début, mais sinon, non. Tu ne Pas pas plus que spécialement. ça. Ouais. Tant mieux. Hein. Ouais. Et comment tu fais du coup quand le match est fini? Tu te changes? Tu vas directement? Tu pars directement? Comment ça se passe pour toi? Ouais, souvent, il y a la feuille de match à faire, souvent. Enfin, tout le temps même. Et après, s'il y a un formateur ou un examinateur, souvent, il vient faire le point à la fin du match. Donc ça, il faut rester, c'est obligé. Et après, ouais, souvent, on rentre chez soi direct, quasi direct. Je sais qu'il y a des arbitres qui restent après à la buvette avec les joueurs ou quoi. Mais moi, je le fais pas parce que vu que c'est des personnes beaucoup plus âgées, Oui, t'es encore très jeune. C'est ça je te bizarre rappelle. d'aller à la buvette Oui, je avec. comprends. Mais je sais que les plus âgés, très vieux arbitres le font. Oui, le 30 mai, tu as arbitré le match de coupe des U16. Des U16 de Anderlecht et Club de Bruges. Ouais. Ça, c'était un des grands matchs que tu as fait. Tu en as eu d'autres comme ça? Je pense que c'est peut-être sur le papier, non. Dans le contexte, oui. Oui. Parce qu'il y avait un contexte, c'était une finale de Coupe de Belgique. Donc là, oui. C'est quand même le plus gros contexte, avec le plus d'enjeux en tout cas. Oui, tout à fait. Et comment est-ce que tu prépares ce genre de match? Chaque match, ça se prépare. Il faut regarder les classements. On va traiter un match différemment que si c'est premier contre deuxième qui se battent pour la montée ou pour la coupe, qu'un match
avec 2 équipes dans le ventre mou du championnat qui ont déjà tout joué, qui ne jouent plus rien. Tu le sens ça, même je dirais, même si tu vas pas regarder le classement, imaginons, hein, tu t'as oublié totalement l'enjeu du match, tu vas sentir qu'il y a une différence? Dans l'échauffement, il y en a qui vont mettre plus d'intensité, il y en a qui vont en mettre moins, qui vont plus se dire ok c'est le dernier match, on joue plus rien, on va faire tourner aussi des fois. Il faut aussi beaucoup regarder le match aller, s'il y a eu un match aller. Parce que des fois, s'il y a eu des problèmes au match aller, il y en a qui peuvent revenir au match retour et pas forcément pour jouer. Donc ça, faut faire attention à ça aussi. Après, ça arrive rarement, mais c'est toujours un point à regarder. Donc, ça, c'est des choses que tu as apprises, qu'on t'a dit de faire, ou bien ça vient naturellement? C'est naturellement, et en même temps, on nous dit de le faire, il faut, quoi. Et donc ce match de coupe, comment ça se passe la préparation? Tu viens de l'expliquer. Et là, c'était un match aussi important pour gagner une coupe. Tu as des arbitres, donc tu as des juges de ligne, pardon. Comment ça? Parce que ça, t'as pas ça tout le temps. Avant, du coup, le match, on a eu 2-3 jours avant, une visio, tous les 4, pour pouvoir justement déjà se connaître, même si j'en connaissais déjà. C'est important de connaître tout le monde. De bien expliquer aussi le rôle de chacun, parce que pour la plupart, c'était la première fois qu'on avait un 4e. Et là, du coup, ça enlève des rôles au premier, et en même temps, juge de ligne, il faut expliquer aussi le rôle du 4e, et bien rappeler tout ça, quoi, vu qu'on ne fait pas ça tout le temps. Ça rappelait bien. T'as bien aimé arbitrer ce match? Comment ça s'est passé? C'était tendu, forcément, c'est une finale. Mais dans le contexte, c'est un contexte du coup hyper pro parce que c'est la Pro League qui l'organise et c'est plus le petit club. Voilà. Là, c'est la Pro League qui nous accueille. La sécurité, il y a des stewards pour les supporters, pour un peu, pas personnel, mais il y a de la sécurité. Il y a un contexte aussi, on voit les joueuses, que ce soit les joueuses, nous, on sait qu'il y a de la pression. On sait qu'il faut gérer le match. Donc, on voit quand on arrive. L'organisation n'est pas la même. Oui, tout à fait. Est-ce que toi, tu ressens du coup plus de stress? Avant, non. Parce qu'au final, c'est un match qu'on arbitre. Des matchs que j'ai arbitrés, j'en ai déjà fait plein. Mais au fur et à mesure, quand on arrive et qu'on voit tout ce qui est mis en place, on se dit « Oula !» Et en fait, c'est pas un match normal. Il faut vraiment le faire... je fais toujours un match à fond, mais là, j'entends bien. Il faut se dire, ok, là, faut pas rater un truc. Mais au final, quand on rentre dedans... Oui, tu oublies vite. Voilà, ouais. Félicitations pour ce match. On va revenir du coup sur tes études. Tu as fait un TFE. C'était quoi le sujet de ton TFE? La retraite sportive des joueuses de haut niveau en Occident. Pourquoi tu as choisi ce sujet? Parce que déjà, c'est un sujet qu'on ne traite pas souvent. Et ça reste un truc scolaire, donc il faut que ce soit quand même assez recherché, assez ouvert. Même personnellement, j'avais pas envie de choisir un sujet que tout le monde avait déjà fait avant et que les profs avaient déjà entendu 400 fois. Et c'est un sujet aussi qui m'intéressait. Et comme je suis dans le milieu aussi, c'est intéressant. Puis même dans les recherches, peut-être accès à des choses qu'une personne extérieure n'aurait pas accès. Donc c'était intéressant de le faire. C'était pas uniquement les joueuses de foot, hein. T'as fait si, justement. Ah oui, donc uniquement les joueuses de foot. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a surprise? Ce qui m'a le plus surprise, c'est une question que j'avais mise dans le Google Forms que j'avais créé pour du coup à destination de certaines joueuses. La question c'était quelle est la charge mentale sur 10 de cette reconversion. Et je ne m'attendais pas à avoir une réponse aussi polarisée et vraiment aussi uniforme parce que c'était du coup sur 10. C'était vraiment 7 sur 10 et avec limite plus vers le 10 que le 7. Donc là, je ne m'attendais pas à avoir un truc aussi net là-dessus. Ouais. Comment tu as fait justement pour contacter des joueuses? C'était parce que tu dis Occident, donc c'est pas que des joueuses belges que tu as contactées? Du coup en majorité, mais aussi Luxembourg. Mais sinon, du coup, j'ai mis... je sais que sur Instagram, quand on est allé dans plusieurs clubs, on connaît plusieurs filles, puis on est abonné. La Belgique, ça reste petit, entre guillemets. Donc, Bruxelles, Wallonie, on connaît beaucoup. Donc, j'ai juste mis dans ma story, puis j'ai attendu les réponses. Qu'est-ce qui est le plus difficile, du coup, pour les joueuses après match, après carrière? C'est difficile, surtout au niveau de l'argent, en fait.
Parce que souvent, pendant la carrière, elles ont un salaire, parce qu'il faut quand même être pro et encore, c'est pas toujours le cas. Mais souvent, c'est pas un salaire qui nous permet de mettre de côté, alors que les mecs, par exemple, parce que j'ai fait beaucoup la comparaison aussi avec les mecs, eux, ils peuvent vivre avec très confortablement et mettre de côté et préparer, et limite ne pas travailler avec, enfin ne pas travailler après. Oui, directement en tout cas. Ou préparer correctement. Alors que pour elles, c'est plus compliqué et en plus, des fois, elles doivent faire un autre job à côté en même temps de la carrière. Oui, c'est ça. Et, mais donc, dis-moi si je me trompe, mais du coup, par rapport à cette charge mentale que tu expliquais, c'est le fait qu'elles savent d'avance que quand elles vont arrêter de jouer au foot, limite, le lendemain, elles doivent déjà travailler. C'est un peu ça qui revient dans ce que tu as vu? Ouais, plus ou moins. C'était vraiment que la date, elle n'est pas fixée, mais il y en a une et elle arrivera d'office et il faut prévoir un truc. Il n'y a pas de « je prévois pas un truc ». Oui, il faut prévoir forcément. Okay. Et est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage? Vers quoi elle se tourne? Ça, parce que j'ai aussi fait une question là-dessus, c'est assez varié. Mais il y a eu beaucoup de trucs, soit ça restait vraiment dans le sport, soit c'était tout autre chose. Mais de ton côté, justement, l'avenir, comment tu l'envisages? Donc là, tu vas partir aux États-Unis. Comment est-ce que tu es arrivé déjà jusque-là? Première question. Et deuxième question, c'est par rapport au foot, est-ce que toi, tu te vois à un moment donné professionnel? Donc on va d'abord parler de l'Amérique, enfin des États-Unis. Mais du coup, les États-Unis, c'est grâce à une agence qui nous aide du coup à partir là-bas, à contacter les coachs et les universités. Et voilà. Et comment t'as entendu parler de ça? D'autres joueuses qui l'ont déjà fait avant. Donc on fait intéressant. Et c'était plus par là. J'ai eu d'autres joueuses le faire, je me suis dit, intéressant, et voilà. Et donc tu as été, entre guillemets, acceptée, tu as fait tout un dossier, j'imagine. Tu vas aller où? À San Antonio, Texas, pour l'université Texas A&M. Et donc là, l'idée, c'est de faire 1 an ou de faire toutes tes études là-bas? Comment ça va se passer? L'objectif, ce serait quand même de faire toutes les études. Après, ça peut s'arrêter aussi au bout d'un moment, si ça se passe mal. T'as choisi parce que je sais que ça fonctionne pas vraiment comme les études en Belgique, donc on choisit parfois des facs un peu générales et puis voilà. Comment ça se passe pour toi? Moi perso, je vais plus choisir des études plus scientifiques, de l'économie et peut-être aussi des maths, parce que je peux faire un double bachelier. Je peux faire un peu plusieurs trucs en même temps, assez général, donc je vais en profiter. Est-ce que tu as déjà vu un peu justement comment ça va se passer tes journées au niveau du sport, au niveau du foot? C'est vraiment, j'ai pas l'horaire précis. Non, mais ils t'ont expliqué ça en tout cas? Plus ou moins. Que des fois on s'entraîne le matin du coup avant les cours ou parfois l'après-midi après les cours. Ça dépend, mais qu'on fait vraiment l'un puis l'autre. Est-ce que tu as une idée du niveau là-bas du foot? Pas vraiment. Il y a un très bon niveau. J'allais dire, donc au niveau des États-Unis, en tout cas, j'avais regardé les chiffres. Il y a 2 à 3 fois plus de filles qui jouent au foot qu'en Belgique. Donc on peut pas dire spécialement si le niveau est meilleur, mais en tout cas c'est beaucoup plus populaire. Je sais pas comment ça se passe dans... je pense que ça dépend de la division aussi, mais sinon je sais que c'est un football différent, plus physique. En Europe on est beaucoup plus technique entre guillemets, alors que là-bas ça va être plus physique, donc faut voir. Est-ce que tu as pu choisir du coup un peu où tu allais aller, ou bien ils t'ont dit si tu as un profil plutôt football, c'est mieux d'aller là? Comment ça s'est passé? Là, du coup, en fait, on envoie un CV vidéo. Et c'est les coachs après qui viennent nous voir et nous faire des offres pour des bourses sportives. Ils nous disent, OK, on a plein d'options différentes. Il faut choisir une option si on préfère avoir une école meilleure de manière scolaire, mais où l'équipe de foot sera moins bonne. Voilà, il faut aussi choisir en fonction de la bourse. Si la bourse elle est plus haute à un endroit, mais que l'équipe de foot elle est moins bonne, faut faire un consensus un peu. Par rapport à l'anglais, t'es bilingue? Pas totalement. Pas encore. Mais je pense que ça va aller vite. Oui, parce que les entretiens que tu as faits, tu les as fait en anglais? Il faut quand même avoir une base. Et les universités exigent un certain niveau. J'ai dû passer un test d'anglais. Mais après, il ne faut pas être bilingue dès le début. Et donc, c'est quoi l'objectif pour toi alors?
Quand même de faire les études là-bas, donc terminer, avoir un diplôme et progresser un maximum et sur un football qui est aussi différent, développer d'autres aspects qu'on développe moins ou pas forcément en Europe. Donc revenir avec plus de qualités footballistiques et différentes qui peuvent un peu différencier d'ici. Et par rapport à ton rôle du coup d'arbitre, tu vas devoir mettre ça en pause? Un peu, oui. Mais là-bas, je peux continuer un petit peu, mais moins, je vais dire sérieusement qu'ici. Oui, ou éventuellement refaire une formation là-bas. Ouais. Je ne sais pas si tu y as déjà pensé. Je pense que ça peut être équivalent, mais il faut alors contacter personne. Et puis, bon, j'ai pas les contacts là-bas. On verra d'ici là, bien sûr, mais je me demandais si du coup tu y avais déjà pensé, quoi. Ouais. Quand tu vas arriver là-bas, tu sais déjà, tu vas vivre sur le campus, tu vas vivre en famille d'accueil? Sur le campus, parce que tous les premières années sont obligées d'être sur le campus. Donc, dans une chambre en colocation. Oui, donc ça va être une grande aventure. Bon, tu as déjà fait un peu l'internat, mais là, c'est quand même avec des habitudes et une culture différente quand même. Hein, donc. Est-ce que tu as des joueurs, joueuses même, que tu admires? Pas vraiment de joueurs que j'admire, plus certaines parties d'eux. La technique de passe de Kevin De Bruyne. Je dirais un petit peu, c'est un peu cliché, mais le mindset de Ronaldo, des trucs comme ça. Mais pas vraiment un joueur en particulier. Non, t'as pas d'idole en tout cas, au football. Justement, ici, avec ton rôle d'arbitre et aussi un peu de coach, est-ce que tu regardes un peu plus de matchs actuellement qu'avant, comme tu disais? Je suis vraiment pas quelqu'un qui regarde des matchs. Est-ce que tu suis un peu la Lotto Super League? Non, pas du tout. Les seuls trucs que je suis, c'est les pays en Coupe du Monde que j'aime bien, encore pas tous. Je vais pas regarder les centaines de matchs, juste regarder ceux des pays dont j'ai envie de regarder. En Ligue des Champions, les clubs que j'ai envie encore, toute la phase de groupe, pas tout. Chez les filles, certains matchs j'ai Red Flames, et encore moins récemment, mais plus la finale de l'Euro. La finale de la Ligue des Champions, tu vas regarder. Oui, voilà. Mais je suis vraiment pas quelqu'un qui regarde, même chez les mecs, pas tant que ça non plus. C'est assez surprenant, et ça, je l'entends beaucoup en tout cas, de personnes qui sont dans le foot, qui sont soit joueuses, soit comme toi, arbitre ou coach, regardent très peu de matchs. Merci à Elban pour cette conversation. Je mettrai tous les liens de ses réseaux sociaux en description de cet épisode pour que vous puissiez suivre son aventure aux États-Unis. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser un like, un commentaire ou partager autour de toi. C'est ce qui aide vraiment à faire grandir le foot féminin en Belgique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.